Winston throws, and it's picked off! The first pass of the game is intercepted by James Bradbury. Bonjour à tous, bienvenue sur New York Giants FR, on est ensemble pour le podcast numéro 4. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment ça va Thiergo ? Eh ben écoute, nickel, confiné chez soi, mais toujours là pour les Giants. Exactement, donc on va essayer de s'occuper un petit peu en faisant le point de tout ce qui se passe et tout ce qui s'est passé sur la Free Agency. Avant de commencer, évidemment, abonnez-vous à la page YouTube, c'est ici que vous retrouverez l'ensemble des podcasts qu'on met en ligne et certaines vidéos également. J'ai fait une vidéo sur Blake Martinez, donc on va en reparler un petit peu ici, mais n'hésitez pas à aller la voir, c'est 22 minutes avec quelques exemples et où je parle de ses forces et de ses faiblesses. Le podcast est également disponible sur SoundCloud, donc n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ceux qui préfèrent suivre sur ce réseau-là. Dernier élément, on a publié un petit fichier qui vous permet de retrouver les matchs des Giants, des matchs complets. Donc là, on en a mis une dizaine pour l'instant et Thiergo d'ailleurs m'a aidé en me donnant pas mal de liens. Donc c'est à votre disposition, c'est sur Google, il y a le lien sur le Twitter. Donc si vous voulez avoir accès à différents matchs pour occuper vos journées de confinement, n'hésitez pas. Voilà, Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on commence le confinement Ah tiens, petit aparté, tout ce qu'on va dire là, on espère qu'il n'y ait pas de problème, mais aux États-Unis ça a l'air quand même de chauffer niveau coronavirus chez eux. Je sais pas si tu as suivi un peu, mais ça pourrait bousculer les choses. Ouais, ben moi j'ai des amis qui habitent à New York et qui m'en parlent un peu et c'est vrai qu'on dit qu'on n'était pas très préparé en France, mais c'est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est le gros dawa. Hein. On espère en tout cas que ça va bien se passer. Ouais, on espère que ça va bien se passer. Je crois qu'ils en sont à... Je crois que c'est 20 000 au jour où on enregistre le podcast. Il y en a eu 20 000 hier, des nouveaux cas de coronavirus. J'ai vu que Trump avait décidé de ne pas fermer toute la zone New York, etc. Donc on ne sait pas comment ça va se passer, mais on espère que ça ne va pas trop chambouler. Pour l'instant, en tout cas, le calendrier est maintenu et on espère que ça ne va pas trop bouger d'ici la rentrée. Bon, alors on va commencer par la Free Agency, si tu veux bien. Du coup, on va faire le point sur les joueurs qui ont été signés. Je voudrais d'abord faire un point global pour parler de la stratégie qui a été adoptée par Dave Gettleman et la différence que j'ai notée par rapport à l'année où il est arrivé et par rapport notamment à ce que Jerry Reese avait fait les autres années, c'est que cette année, il a fait beaucoup de petits contrats, notamment même sur les gros joueurs, puisque les deux gros joueurs, les deux contrats principaux qu'on a signés, c'est James Bradbury en cornerback et Blake Martinez. C'est des contrats qui sont en fait des contrats, on va dire, même s'ils sont signés pour 3 ans, c'est des contrats de 2 ans, à peu de choses près, puisque la 3e année, on pourrait, si ça se passe mal, se libérer des joueurs et les laisser partir. Ça, c'est quelque chose d'assez différent, parce que je me suis amusé à aller regarder les derniers contrats que Jerry Reese nous avait fait. Et on a Olivier Vernon, qui avait été signé pour 5 ans et 85 millions de dollars, dont 52 millions garantis. Et Janoris Jenkins, 5 ans, 62 millions de dollars. Et Jenkins, on continue à payer de la dead money cette année, alors qu'il est parti aux Saints depuis l'année dernière. Donc ça, c'est une grosse différence par rapport à avant. Ouais, en fait, beaucoup de personnes parlent de cette free agency comme la free agency qui nous a un peu mis dans la merde, pour parler de manière un peu directe, puisque on a, comme tu dis, là, on est encore en train de payer les pots cassés de Jerry Reese. Là, on sort de cette phase-là, et tant mieux. Et moi, ce qui surtout, en effet, comme toi, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de contrats de 3 ans qui pourraient se terminer au bout de 2 ans si jamais tel ou tel joueur ne donne pas satisfaction. Pour moi, ça montre un peu que Gettleman sent qu'il n'a pas trop le droit à l'erreur. Donc il a une vision à court terme, parce qu'il sait que si ça ne fonctionne pas cette année, voire l'année suivante, il saute. Donc il a, plutôt que de tabler sur des très gros joueurs type Byron Jones, on ne sait pas encore pour Clowney, mais peut-être que finalement Clowney c'est pas dans notre viseur. Il tape sur, j'ai pas envie de dire des joueurs de seconde zone, mais en tout cas des joueurs qui sont bons, mais pas les meilleurs à leur position, en leur proposant des contrats de 3 ans pour que ces gars-là puissent continuer à évoluer et montrer leur valeur. Parce que c'est aussi un intérêt pour le joueur de dire « Bon allez, je signe un contrat de 3 ans et puis dans 3 ans, j'aurai l'occasion de signer encore un autre gros contrat si j'ai bien progressé. » Ouais, en tout cas, la grande différence, c'est que c'est beaucoup moins engageant pour les Giants. Et justement, en fait, par rapport à ce que tu dis, moi, j'aurais
presque pensé l'inverse, c'est que pour être sûr de sauver sa peau, il aurait pu faire comme Jerry Reese l'a fait justement à la fin de son contrat chez les Giants. C'est ma dernière saison. Il a flambé en faisant signer plein de gros contrats et en prenant les meilleurs joueurs qu'il a trouvés à chaque position, notamment Vernon et Janoris Jenkins. Et c'est un peu ce qui aurait pu se passer ici, mais Gettleman l'a joué un peu plus finot en se disant je vais peut-être faire quelque chose de plus intelligent et voilà. Après seconde zone, c'est vrai que Bradbury et Martinez, ça c'est pas de la seconde zone non plus, mais il a pas été chercher les plus gros joueurs en tout cas à tous les postes, et plutôt on va dire le deuxième meilleur au poste en permettant de signer des contrats moins gros que ça et moins engageants sur moins de temps. Donc voilà, c'est ça la différence, c'est que peut-être quand on revient au salaire annuel, effectivement, Bradbury va pas être payé beaucoup moins cher que Byron Jones. Par contre, le contrat est un peu plus faible et moins engageant pour les Giants que l'aurait été s'il avait signé Byron Jones. Voilà. Ouais. Donc, après, il y a aussi un truc à prendre en compte, c'est, je sais pas si tu as lu ça, mais je l'ai lu et entendu à plusieurs reprises dans des podcasts, c'est l'influence de Joe Judge sur la stratégie de Gettleman. Apparemment, tu vois, on disait déjà au niveau du combine, Gettleman, lui, était prêt à dire que Daniel Jones était le starter, et puis c'est Judge qui a dit non, moi je veux rien dire tant que j'ai pas eu le temps de rencontrer les joueurs. Et je me demande justement à quel point Judge a de l'influence sur cette free agency, sur les choix qui sont faits. De toute façon, c'est sûr, hein, c'est ce qu'on disait au dernier podcast, c'est collégial, hein, ils sont tous à réfléchir. Et je pense que quand tu prends un nouveau coach comme ça, tu es obligé de l'écouter, tu peux pas faire venir un coach. Et ça faisait partie, je pense, de son contrat. Le mec vient, mais il dit, moi j'ai un mot à dire dans les joueurs qu'on fait venir. Le pire, je pense que c'est un GM qui dit, je te donne ce joueur-là, à toi de te démerder et d'en faire ce que tu veux. J'ose espérer quand même que c'est pas comme ça, et c'est ce qu'on disait, enfin, on le sait que c'est pas comme ça. Maintenant, quel est le pourcentage de décision dans ces choix-là, ça j'en sais rien, mais normalement c'est quand même tout est en accord et ils vont pas signer un joueur si le head coach est complètement contre. Ça serait complètement irréaliste. D'ailleurs, tu disais qu'il a pas dit que c'était Daniel Jones, etc. On en parle au dernier podcast et j'ai mis un petit tweet là-dessus que Matt Rhule, quand il est arrivé 2 jours après, il disait ouais, moi je suis pressé de bosser avec Cam Newton, c'est mon joueur machin, et on voit ce que ça a donné. Il a parlé trop vite et Cam Newton n'est plus là. Donc je pense que c'était plutôt intelligent justement de rien dire à ce moment-là de la part de Joe Judge. Ouais, bon, du coup, si on prend les contrats, on va faire ça dans l'ordre d'importance. D'abord les nouveaux, et après on reparlera de ceux qu'on a re-signés, en tout cas qui étaient des joueurs chez nous avant. Donc on va dire le gros contrat qu'on a signé, c'est James Bradbury, signé pour 3 ans, 43,5 millions de dollars, dont 29,8 millions de dollars garantis. Et donc ce qu'on disait, c'est que si on le laisse partir au bout de la 2e année, donc il va faire 1 an, 2 ans, et la 3e année, on paye plus rien, donc ça reste du contrat à court terme. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, il me semble qu'on l'avait cité au dernier podcast, c'était le 2e choix qui tombait juste après Byron Jones, et je pense que c'est un très bon choix et qui va amener de l'expérience dans le vestiaire par rapport à tous ces corners qui sont super jeunes. Ouais, exactement. Alors, de l'expérience, encore une fois, tout est relatif, puisqu'il n'a que 26 ans. Mais en fait, je trouve que 26 ans, c'est l'âge idéal pour un joueur en NFL, puisque 26 ans, tu as généralement 4 à 5 ans d'expérience en NFL, tu es déjà bien développé, mais tu as encore de la marge de progression. Je connaissais pas Bradbury, j'avais jamais vraiment fait attention à ce joueur-là, et puis depuis qu'on l'a signé, j'ai commencé un peu à regarder ce qu'il vaut sur le terrain. Il y avait notamment, je trouvais des highlights de lui contre DeAndre Hopkins. Et de ce que je lis, c'est quelqu'un qui a un QI footballistique assez élevé. C'est ultra important. Pas le meilleur ça, à sa position, mais il est particulièrement intelligent, et dans un groupe qui est aussi inexpérimenté que le nôtre, c'est pas une mauvaise chose, je trouve. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et justement, tu parlais de lui contre Hopkins. J'ai récupéré, je l'avais mis sur Twitter, ses stats contre les meilleurs receveurs de la ligue de l'année dernière. Donc contre Mike Evans, il a autorisé 3 réceptions pour 61 yards. Je t'en fais quelques-uns comme ça. Sur Hopkins, 3 réceptions pour 27 yards sur 6 passes lancées. Mike Evans, une deuxième fois, 7 réceptions pour 82 yards. Julio Jones, 2 réceptions sur 4 passes lancées pour 30 yards. Michael Thomas, ça c'est peut-être pour moi, c'est vraiment un des tout meilleurs, Michael Thomas. Alors là, c'est 5 sur 5 à la passe, par contre, uniquement 51 yards. Une deuxième fois, Jones, 4 sur 6, 64 yards. DK Metcalf, donc là, c'est un peu différent. C'est pas non plus... ça reste un rookie, mais il était à une passe réceptionnée sur 3 lancés pour 17 yards. Et Michael Thomas, une deuxième fois en week 17, c'est 0 passe réceptionnée sur 2 lancés pour 0 yards. Donc tu vois, il n'y en a pas un seul qui dépasse les 100 yards contre lui. Donc c'est quand même... ça, c'est plutôt vraiment encourageant, je trouve.
Ouais, c'est bien. Et puis, dans tout ce que tu nous dis, il y a qu'un seul TD de concédé, donc c'est assez Exact. énorme. Si, en fait, on a vraiment besoin. Janory Jenkins était un peu comme ça dans ses premières Oui. années sous les Giants, Mm. où il était vraiment capable de gérer à lui tout seul une partie du terrain, et ça a une valeur immense. Aujourd'hui, on voit que c'est plus important d'avoir une secondary assez forte qu'avoir une grosse ligne, parce qu'en fait, si tu as une grosse ligne, mais que derrière les gars ils savent pas couvrir, le quarterback il se débarrasse de la balle en 2 secondes, et puis ta Ouais, grosse ligne elle sert à rien. Donc c'est ça. c'est vrai que je suis très content de cette signature. Ouais, juste pour dernier élément que j'ai relevé dans les statistiques, il était en 2018 à 44% de passes complétées contre lui, ça c'est vraiment énorme. Cette année c'est un peu plus, c'est 60%, mais en fait on se rend compte en 2018, donc il a mieux couvert. Par contre, je pense que c'était le schéma défensif qui était un peu différent. Et à mon avis, en 2019, ce qui s'est passé, c'est qu'il a pris un peu plus. Enfin, en tout cas, on lui a demandé. Évidemment, c'est jamais les joueurs qui choisissent exactement ce qu'ils doivent faire. C'est ils suivent les schémas tactiques imposés par les coachs, puisque même s'il a autorisé 60% de complétion, il a que 644 yards contre lui en 2019, alors qu'il y en avait 800 en 2018. Donc voilà, il a plus autorisé les complétions devant lui, quitte à faire le plaqué derrière, que couvrir de plus près le corner, le receveur, pour encaisser plus de yards. Donc c'est une petite différence tactique entre 2019 et 2018, mais ça reste quand même dans tous les cas 2 bonnes années. Ouais. Et c'est ce que je disais dans la vidéo de Blake Martinez, ça sert à rien d'aller revoir ce que le joueur a fait il y a 18 ans, on s'en fout. Je pense que si on remonte à 2 ans, c'est déjà beaucoup. Mm. Donc voilà, c'est plutôt encourageant. En tout cas, une bonne signature pour les Giants qui vient bien compléter ce roster assez jeune de cornerback. Ouais. Du coup, deuxième signature, c'est la vidéo que j'avais fait, c'est Blake Martinez, 3 ans, 30 millions de dollars, dont 19 millions de dollars garantis, et de la même manière, après 2 années, on aura 0 de dead cap, donc pareil, c'est un contrat en fait de 2 ans. Il vient compléter pour l'instant en linebacker David Mayo et Ryan Conley. Toi, quel est ton avis sur cette signature? Écoute, ça dépend des jours, j'ai envie de te dire, puisque à chaud j'étais en mode ah super un linebacker, et puis Martinez, c'est vrai que j'en avais entendu parler, on en avait parlé avant la free agency, c'est parmi les cibles intéressantes. Mm. Et puis après en creusant un peu, j'ai lu et vu des trucs qui m'ont plu et moins plu. Typiquement, clairement ça a l'air d'être un joueur qui sait trouver le ballon, qui a l'air d'être très solide contre la course. En couverture, c'est pas trop ça. Je pense pas que ce soit une mauvaise signature. Par contre, c'est pas la signature qui va révolutionner notre défense, hein. Après, faut voir, il retrouve son ancien coach puisqu'il travaillait déjà pour Patrick Graham en 2018. Exact. Peut-être que ça peut aider, hein. Bah, alors moi je suis un peu plus positif que toi sur sa signature parce que je l'ai pas mal analysé en regardant pas mal de vidéos de ce qu'il avait fait. Donc comme je disais dans l'analyse, pour moi en couverture homme à homme, s'il est mis contre les bons joueurs, il n'y a pas de souci. Sur les tracés classiques, les tracés des tight ends ou les tracés surtout des running backs, il les couvre plutôt bien, là il n'y a pas de problème. Là où il est un peu plus léger, c'est sur la couverture de zone. Et si, comme ce qu'on attend en tout cas et ce qui a été promis par notre coaching staff, on utilise bien les joueurs et qu'on fait ce qu'il faut, il ne devrait pas trop y avoir de problème là-dessus. Tu vois, une erreur, ce serait par exemple de le mettre contre le slot receiver, quoi. Tu vois, ça, ce serait une hérésie et effectivement, il se ferait bouffer, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais si on le met face à un joueur contre lequel il peut rivaliser, notamment un running back et notamment un tight end, évidemment pas trop rapide, là il ferait largement le taf. Alors t'as pas toujours la bonne opposition, mais c'est au coach de faire ce qu'il faut, et donc ça va être à Graham ici de faire ce qu'il faut pour le mettre dans les bonnes conditions, et on en revient toujours à la même chose, hein, c'est mettre les joueurs dans les bonnes conditions. Donc je pense que Blake Martinez, mis dans les bonnes conditions, est un très bon joueur. Ce qu'on entend souvent aussi, c'est qu'il est un peu trop passif et pas assez agressif, et donc on a des vidéos, il fait des plaquages, mais il y a quand même 5-6 yards de gagné. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il n'est pas tout seul sur le terrain, et j'ai vu des vidéos qui disent regardez, il fait même pas le plaqué là-dessus. Oui, mais le plaqué, il est dans un trou qui n'est pas sa responsabilité, donc on peut pas lui demander non plus de tout faire. Il faut rester assez logique dans ce qu'on demande aux joueurs, donc voilà. Mais Je reste quand même positif. Est-ce que tu penses pas que quand tu vois le prix de Corey Littleton, qui était, je crois, à 2 millions de dollars de plus par an, ça valait pas plutôt le coup de prendre ce joueur-là? Alors, il me semble que Littleton, il a été signé pour plus de temps, non? Je vais regarder son Corey Littleton contrat. Euh, Il a été signé pour 3 ans aussi ou plus?
Alors, et ça, c'était justement 3 ce qui ans, était assez marrant, c'est que 35 t'as énormément de contrats qui ont été signés pour 3 ans dans les Ah oui, 30 le fameux millions, 3 ans, 30 millions, on entendait. On l'a à vu croire que c'était sur la Twitter, mode ça. de l'année. Mais Non, alors, oui, il a donc tu été vois. signé sur 3 ans aussi, t'as raison, un peu plus cher. Alors, ce que j'ai entendu, c'est que la différence, c'est que sur la côte ouest, enfin, alors je sais pas comment ça marche aux États-Unis, mais il y a un système de taxes qui fait que même si t'es payé une somme équivalente, chez les Raiders, il aurait plus d'argent au final, puisqu'il y a des taxes qui sont un peu différentes. Ça peut Mhm. jouer aussi, c'est quelque chose que j'ai entendu là-dessus. Donc, ça, Ouais, je sais pas ouais. dans quelle mesure c'est vrai ou pas, mais c'est quelque chose qui revient souvent. Mm. Ok, Après, oui, bon. effectivement, ça restait la cible prioritaire. On verra. Hein. Et de toute façon, je suis persuadé que sur le choix de Blake Martinez, Graham a eu un impact très important. On parlait de la décision des coachs enfin, l'importance des coachs dans la décision de faire venir un joueur ou l'autre. Ça, c'est évident que Graham a eu un rôle important. D'ailleurs, on le voit dans le joueur que je voulais aborder juste derrière, qui est Kyler Fackrell, qui est aussi un joueur des Packers. Donc Blake Martinez et Kyler Fackrell, qui étaient deux joueurs sous la responsabilité de Patrick Graham, qui était coach des linebackers en 2018. Donc c'est deux joueurs qu'il connaît très bien et il sait ce qu'il attend d'eux, il sait comment il peut les utiliser et les utiliser de manière très différente en 2018 que ce dont ils ont été utilisés en 2019 d'ailleurs, ces deux joueurs-là. Donc je pense qu'ils ils peuvent être importants rapidement si il sait les mettre dans les bonnes conditions, encore une fois. Mm. Donc Kyler Fackrell, je sais pas si t'as pu un peu analyser le joueur ou pas du tout. Si, alors déjà on peut juste mentionner son contrat qui est pas cher du tout puisque c'est 1 an 4,6 millions Exact. de dollars pour Mm. un joueur qui est pas très vieux, enfin un peu plus vieux que le reste puisqu'il doit avoir 29 ans, si 28 ou 29 ans. Moi il m'a un peu fait penser, alors c'est pas qu'il ressemble à Ozzy Umenyiora dans le style de jeu, mais c'est dans le rôle, c'est la même chose. Pour moi Mhm. je le vois plus comme un pass rush spécialiste. Il a l'air d'être un adepte du spin move vers l'intérieur. Alors c'est marrant parce il attaque tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça a l'air d'être plutôt polyvalent dans le pass rush. Après pour la Mhm. course, j'ai pas trop analysé donc je sais pas ce que ça vaut. Non, et du coup, on parlait de Graham, qui était en 2018 chez Green Bay, et il est à 10,5 sacs en 2018, alors qu'il a un sac l'année dernière. Donc Ouais. grosse différence. Et il a été envoyé en blitz, alors attends que je ne dise pas de bêtises, 2018, 41 blitz, 2019, 17. Tu vois, ça c'est une énorme différence et c'était pareil pour Blake Martinez qui a fait 5 sacs en 2018 et 3 en 2019 et qui a été beaucoup plus envoyé en blitz, donc utilisé vraiment différemment. Donc ça c'est Ouais. grosse différence qu'il y L'importance a du et coaching. d'où l'importance du coaching. Et donc, je pense que ça, enfin, en tout cas, ce contrat à 1 an, 4,6 millions de dollars, c'est vraiment, on paye pour voir, un peu comme on l'avait fait avec Marcus Golden l'année dernière. On a un joueur qui est là 1 an, si ça le fait pas, bah tant pis. Et même 4,6 millions de dollars, ça reste très léger. Donc voilà, c'est encore une fois un contrat pas très engageant et qui peut rapporter beaucoup. Je pense que ça peut être une signature intéressante. Oui, tout à fait. Non, mais on a de toute façon avec ces 3 signatures, on a clairement renforcé notre défense qui Mm. en avait besoin. Mm. Maintenant, on pourra analyser plein de vidéos et lire plein d'articles. Il y aura qu'une seule chose qui nous dira si on s'est planté ou pas, c'est la C'est le réalité du terrain. terrain. Voilà. De toute façon, là, on est vraiment dépendant. J'ai l'impression que tous les choix qu'on fait, on est vraiment dépendant du coaching staff. Hein. Si le coaching staff fait ce qu'il faut, je pense qu'on a de quoi faire une belle saison. S'ils n'arrivent pas à s'adapter, bah, on va revenir encore comme l'année dernière à avoir des coachs qui font pas le taf. Donc, bon, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, les 3 signatures les plus marquantes de cette free agency. Ensuite, on en a quand même quelques autres. On a notamment Cameron Fleming, un offensive tackle qui jouait à Dallas l'an dernier, qui était passé aussi par les Patriots. Et du coup, bah là, encore une fois, coaching. Et le coach Marc Colombo qui a dû avoir une importance dans le choix, puisque vous savez que Marc Colombo, qui était ancien responsable de la O-line des Cowboys, qui décide de faire venir un de ses joueurs. Et donc, encore une fois, il sait quoi attendre du joueur et il sait comment l'utiliser directement. Oui, ouais, tout à fait. Alors, bon, Cam Fleming, pour être honnête, je ne me suis pas amusé à regarder du film sur lui. C'est pas On- le plus drôle d'analyser des O-line en plus. Donc, Voilà, et puis bon, là on l'a pour 1 an, 4 millions.
pareil, il est jeune. Je pense que ce sera intéressant de voir ce qu'il est capable de faire, surtout qu'il retrouve son ancien coach. Je pense pas que c'est... Enfin, pour moi, ça n'exclut pas la possibilité de drafter un tackle plus tard. Mais c'est un bon ajout pour la profondeur de la position, quoi. Donc, il n'a jamais été titulaire de toute façon, il est là pour remplacer quand il y a des blessés, etc. Donc ça c'est intéressant, et il en faut de toute façon, hein. Il y a toujours des blessés en NFL, donc il faut avoir un banc, ça c'est indispensable. Et je pense pas effectivement que ce soit notre tackle droit titulaire, puisque Mike Reimers, on le sait, n'a pas été renouvelé, il est parti. Moi ça me laisse penser quand même qu'on va drafter, peu importe la position, un tackle droit pendant la draft, et qui serait potentiellement dans les positions hautes, soit premier, soit deuxième, soit troisième tour, qui serait lui le titulaire et Cam Fleming en remplaçant. C'est la vision que j'ai pour l'instant, et un contrat à 4 millions de dollars, de toute façon, on n'a pas grand chose à perdre. Donc voilà, ça reste une signature intéressante pour moi, je pense, et c'est plutôt bien d'avoir du monde sur le banc. Oui, tout à fait. Ensuite, dans les joueurs qu'on a aussi récupérés, donc là, Colt McCoy, 1 an, 1,5 million de dollars, donc le quarterback remplaçant, qui était remplaçant chez les Redskins. Pas grand chose à dire. Moi, c'est un joueur que je trouvais plutôt pas trop mal pour un remplaçant. Je pense que ça fait le taf, voilà. Ouais, ça devrait. Enfin, on espère le voir le moins souvent possible sur le terrain, parce que ça veut dire que du coup Daniel Jones n'est pas blessé et surtout est productif. Alors j'étais un peu déçu parce qu'à un moment les Giants étaient en discussion avec Matt Moore, dont j'avais déjà parlé, qui est un peu un career backup. Et Matt Moore apparemment a refusé l'offre des Giants. C'est son choix, hein. Donc les Giants sont allés vers Colt McCoy. Moi, ce qui est bien, c'est que je préfère en effet avoir un gars comme Colt McCoy qui a une certaine expérience, il a été titulaire par moment, et plutôt que d'avoir juste Alex Taney dans la quarterback room. Peut-être qu'on peut avoir une petite compétition, même si on sait qu'à la fin, ce sera de toute manière... probablement Daniel Jones qui sera notre QB titulaire. En tout cas, c'est une fausse compétition. Après, ce sera une compétition pour le rôle de remplaçant. Donc, c'est quand même malgré tout intéressant. Et voilà, tu peux pas juste avoir un remplaçant, surtout qu'Alex Taney, c'est pas le quarterback du siècle. Donc voilà, c'est une bonne acquisition. 5 millions de dollars, c'est pas trop cher. Ça, je pense que c'est raisonnable comme signature. On a également récupéré Dion Lewis. Là, c'est un joueur un tout petit peu plus connu, le running back qui était passé par Philadelphie au début de sa carrière, ensuite par les Patriots et chez les Titans plus récemment. Là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que moi j'aimais bien Wayne Gallman, et ça veut peut-être dire que c'est la fin pour lui. On va voir ce que ça donne, hein, évidemment. Et c'est des joueurs qui sont signés pour l'instant sur des contrats d'1 an ou 2 ans avec aucun vrai engagement. Ça veut pas dire qu'ils seront là dans le roster à la fin du training camp, s'il y a un training camp évidemment, mais bon, on sait pas ce qui va se passer, on sait pas si Wayne Gallman va partir ou pas. Dion Lewis, je pense que c'est un joueur intéressant, mais j'aurais bien aimé qu'on continue avec Wayne Gallman quand même. Je sais pas, toi, ton avis, toi, sur ce joueur? J'aime bien Wayne Gallman aussi, mais de toute façon, il est encore sous contrat, Gallman, et j'ai pas en tête tous les running backs qu'on a, mais bon, Saquon Barkley, Dion Lewis, Wayne Gallman, déjà, c'est pas suffisant, il faudrait au moins 4 running backs. Après, je vois pas forcément Dion Lewis comme un doublon avec Gallman. Je sais pas. J'attends de voir ce qu'ils vont nous montrer lors des training camp et pré-saison. Ouais. Bon, c'est pas vraiment une signature que je trouve très impactante pour le moment, puisque l'idée c'est il faut juste qu'on ait des gars qui soient capables de prendre la relève pendant quelques snaps, le temps que Saquon Barkley se repose un peu sur la touche. Ouais, et je sais pas si tu as trouvé, toi, le montant de son contrat. Moi, j'ai pas trouvé. J'ai trouvé que c'était 1 an pour l'instant, mais on sait pas encore le montant. Non, c'est pas encore le montant, mais il y a en effet des contrats, on n'a pas les détails. Je pensais notamment à un autre joueur. Alors, c'est plus une re-signature, mais tu vois, Corey Coleman qu'on a re-signé, je sais pas encore quel est le détail de son contrat. Tout n'est pas sorti encore. Alors, un truc intéressant quand même sur Dion Lewis, c'est que c'est un receveur, pas un receveur, c'est lapsus, c'est un running back, mais qui va faire beaucoup de réceptions.
Il est utilisé en course, mais pas énormément. Sa meilleure saison, il l'a fait en 2017 avec New England, où il met 896 yards pour 180 courses. Mais sinon, il a des saisons où, tu vois, il fait 64 courses, 49 courses, 54 courses. En 2018, il a quand même fait 155 portées avec Tennessee. Mais sinon, c'est à chaque fois en dessous de 100 portées. Donc voilà, par contre, il est plus utilisé à la passe. Et c'est là où il est vraiment intéressant. Donc là, ça va être à notre coordinateur offensif de faire ce qu'il faut pour le mettre dans les bonnes conditions, encore une fois, et savoir utiliser ses forces. Donc je pense que c'est une acquisition intéressante. Et ça, c'est un peu les critiques qu'on faisait l'an dernier. Mais moi, je trouvais que Saquon Barkley n'était pas bien utilisé, notamment à la passe. Donc on verra si cette année, ils sont capables de mieux les utiliser. A priori, ça devrait être le cas. Et j'espère en tout cas, puisque les tracés de passe, c'est quand même important pour les running backs. Actuellement, c'est les running backs modernes, en tout cas, c'est comme ça, quoi. Ouais, non, mais justement, je pense qu'avec un gars comme Jason Garrett, on peut s'attendre à une meilleure utilisation des running backs. Il s'est toujours vachement appuyé sur cette position. En effet, clairement, en fait, c'est ça ce qui est marrant, c'est que Barkley, l'année dernière, a eu énormément de réceptions. Mais donc les gens disent, bah si, il est utilisé dans le jeu de passe. Mais en fait, quand tu regardes, la plupart de ses réceptions, ce sont des check-downs. Donc entre une passe qui devait être fait au running back parce que le play est fait comme ça, et un check-down parce qu'en fait, t'es dans la merde et t'as pas d'autre choix, c'est assez différent. Donc ouais, c'est bon signe en effet si Dion Lewis est bon à la passe. Ça veut dire qu'on peut éventuellement... Faut voir aussi ce qu'il vaut en pass block, parce que du coup, ça veut dire que c'est... Wayne Gallman était pas mal dans ce rôle-là en third down running back. C'est vrai, faut voir ce qu'il peut apporter dans cette phase de jeu. Exactement. Et du coup, tu parlais donc les running backs qui devraient être mieux utilisés avec des tracés qui sont... Parce qu'on en a vu quelques tracés, hein, et quand le bon tracé est bien fait, notamment le fameux tracé Texas où le joueur part sur l'extérieur et revient à l'intérieur sur le middle linebacker. Généralement, ça, le middle linebacker se fait souvent avoir. On en a vu un ou deux, à chaque fois ça passait, donc c'est le genre de truc qu'on aimerait voir un peu plus. Et notamment, on devrait cette année utiliser plus les tight ends aussi. On a signé un joueur qui s'appelle Levin Toilolo. Alors moi, j'avais jamais entendu parler de ce mec-là, pour 2 ans, 6,2 millions de dollars en provenance de San Francisco. Et c'est un tight end bloqueur. Et ça, c'est des choses qu'on devrait voir un peu plus cette année, avec plus de formation en double tight end qu'on voyait pas forcément énormément. A priori, ça ferait partie de ce qu'on devrait retrouver en fonction. Enfin, c'est le recrutement qui laisse penser ça. Hein. Et ça pourrait arriver, même si tu vois, Toilolo, c'est pas un mec qu'on va utiliser beaucoup à la passe. Dans sa carrière, il a fait 97 réceptions en 7 ans de carrière, donc c'est pas énorme. Mais c'est un tight end bloqueur qui peut être intéressant, ça, sur certains jeux. Et voilà, c'est une acquisition encore une fois assez légère, mais qui peut être intéressant dans le schéma offensif. Bah, il vient remplacer en fait Rhett Ellison. Rhett Ellison avait justement ce rôle de blocking tight end, puisque Evan Engram n'est pas du tout fait pour ça. C'est plus un receiving tight end. Donc ouais, c'est un contrat pas cher. J'avais lu un article qui analysait un peu de film sur Toilolo qui était donc chez les 49ers, comme tu disais. Et enfin, c'est pas un manchot, en tout cas, en blocking. Donc ça c'est plutôt encourageant. Mais il sait aussi faire des réceptions. Hein. Il a fait 97 réceptions pour 996 yards. Et dans sa carrière, il est à 70% de passes complétées quand on lui lance la balle. Donc ça reste un pourcentage qui est très correct. Hein. Oui, mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est le gars, il est tellement étiqueté comme blocking tight end que personne ne pense à le couvrir. C'est ça. En fait, c'est la force de ces gars-là, comme tu dis. C'est que comme on ne les voit que comme des offensive tackles un peu légers, les gens ont un peu tendance à les oublier dans le jeu de passe. Donc c'est sûr que ça donne de la place à une certaine créativité pour faire partir le jeu d'un côté, et hop, tout seul dans l'end zone, et ben c'est le blocking tight end qui a pas de beurre sur les gants, qui est capable d'attraper le ballon. Donc sorti de nulle part le gars, et finalement il met le TD alors que il a pas trop été spécialement analysé. Donc voilà, ça peut être intéressant. Non, encore une fois, c'est pas une signature qui va révolutionner l'offense, mais ça reste une signature intelligente, puisque on pourra s'en servir et ce sera utile pour les squads de Garrett et compagnie. Exactement. Après, côté Special Teams, on a signé un joueur qui s'appelle Nate Ebner, qui était
Ça, c'est la signature pure Judge, ça, aucun doute là-dessus. C'est un joueur de Special Teams qui a passé toute sa carrière à New England, 1 an, 2 millions de dollars, donc c'est encore une signature légère, mais pour un joueur qui fait quasiment que de la Special Teams, c'est normal. Il a joué très très peu de snaps en défense, il est censé être safety, mais il a fait 139 snaps en défense dans toute sa carrière, donc c'est très léger. Par contre, il a fait quasiment 2400 snaps en Special Teams, donc voilà, le mec a été là tout le temps de A à Z. Voilà, c'est une valeur sûre des Special Teams, et je pense que c'est son bagage à Joe Judge, mais il met une certaine importance à avoir des bonnes Special Teams. Vous savez que je pense que c'est souvent sous-estimé les équipes spéciales. On a l'impression que c'est une phase de transition comme ça, pas trop importante, mais c'est ça qui donne souvent la position sur le terrain et qui marque des points à certains moments aussi pour les field goals. Donc c'est quand même extrêmement important. Et là, on a largement renforcé cette partie-là, avec notamment la resignature aussi de Cody Core. Ouais. Qui est pareil, c'est un wide receiver / special teamer qui était très bon et qu'on a aussi re-signé. Donc là, normalement, en special team, on a ce qu'il faut et ça devrait rouler. Alors, tu disais justement que beaucoup de personnes pensent que les special teams n'ont pas d'importance. Je crois que tout fan des Giants qui se respecte et qui suit les Giants depuis, je crois que ça fait 4-5 ans, sait qu'on peut perdre des matchs en special teams avec l'infâme Matt Dodge. Mais en tout cas, oui, c'est vrai que ce sont deux signatures qui vont bien aider les ST. Donc Ebner, j'ai vu ça. Alors c'est marrant parce que je m'attendais plutôt à comment il s'appelait, Kyler Van Noy. Qui faisait un peu de pied des Patriots, le linebacker des Patriots qui faisait un peu de pied. C'est un linebacker plutôt. Ouais, c'est ça. Mais il disait beaucoup de bien de Judge. Il faisait un peu de pied aux Giants. Finalement, il est parti ailleurs. Donc, un peu déçu, mais bon, on s'en remettra. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'on récupéré un special teamers des Patriots, j'ai vu ça comme un très bon signe, puisque c'est le coach qui connaît mieux qui l'a recruté. Donc, exactement. Ça ne peut qu'être positif. Et du coup, dernier joueur qu'on a signé, c'est Austin Johnson. C'est un defensive tackle. Pas grand chose à dire spécialement sur lui. Il va faire partie de la rotation, ou s'il arrive à faire l'équipe encore une fois. Mais c'est pareil, c'est un joueur qu'on a signé. À lui de prouver qu'il vaut dans le roster des Giants. Mais voilà, c'est rien de dit qu'il sera là encore à la fin. En tout cas, voilà, c'est une signature encore légère. On n'a pas son contrat exactement. T'avais posé la question, je crois. Ouais, j'allais dire à Tennessee Titans France. Ouais. Merci à lui de nous avoir répondu. En gros, lui, ce qu'il disait, c'est que c'est un joueur qui a jamais vraiment montré sa valeur. Pour reprendre un peu ce qu'il disait, c'est que il a été drafté au second tour et il a jamais joué comme un second tour. Je cite Tennessee Titans France qui nous dit c'est un 0-1 tech moyen, utile pour un plug dans des situations de course évidentes, pas assez bon pour de la responsabilité to gap, un bon joueur de special team sur défense de field goal. Donc il est encore jeune, faut espérer qu'il puisse passer un palier comme nous dit Tennessee Titans France. Après, s'il reste remplaçant, moi ça me va aussi. Ouais. Il en faut des joueurs comme ça moyens qui font la rotation. Ah bah c'était Tom Coughlin qui disait que ton roster la force de ton roster dépend de ton 53e homme. Donc ça te montre bien que tous les joueurs, même celui qui est juste là, même celui qui est là pour tenir le ballon pour le kicker, il a son importance. Donc bien sûr. S'il peut contribuer à un special teams, il ne coûte pas cher. Donc voilà. Mais en tout cas en defensive tackle, on a du monde puisque on a Leonard Williams, évidemment, tagué pour 16 millions de dollars, donc trop cher à notre goût, c'est ce qu'on disait la dernière fois. On aurait aimé qu'il puisse lui signer un contrat un peu plus gros plutôt que de le taguer peut-être sur 2-3 ans, ce qui aurait permis de descendre un peu ce montant. Malheureusement, voilà, bon, il est là, c'est un contrat d'1 an, 16 millions de dollars. Moi, ça reste quand même, pour moi, ça reste un bon joueur. C'est important d'avoir des bons joueurs dans cette ligne défensive, et je pense qu'il rend quand même l'équipe meilleure, même si c'est un contrat que je trouve un peu trop cher. Ouais, alors je pense que au final, il jouera pas sous son tag. Enfin, en tout cas, faut l'espérer. Faut espérer que les Giants et Leonard Williams trouvent un accord à long terme de 3-4 ans, comme on s'était dit. Je crois qu'on avait parlé d'un truc entre 12 et 14 millions, ça nous semblait plutôt raisonnable. C'est clair que 16 millions, c'est beaucoup trop pour ce qu'il propose. C'est un joueur positif, c'est un bon joueur, il va nous apporter du positif, donc il n'y a pas de doute sur la question. Maintenant, il faut espérer qu'on trouve un accord à long terme, histoire de libérer un peu de cap, et pourquoi pas utiliser cet extra cap sur d'autres joueurs. Mais en tout cas, je suis content qu'il soit toujours là. Je vois ça plutôt comme une transition que comme le contrat final.
Au final, tu vois, on l'a payé, donc au-delà de son salaire, ça nous a coûté un 3e tour. Est-ce que là, si on te dit au 3e tour, tu fais venir un joueur équivalent à Leonard Williams en defensive tackle, est-ce que tu signes ou pas? Comment ça, je fais venir un joueur Bah, équivalent enfin, à la draft Ouais, à la draft. Si là, à la draft, on te dit que ton 3e tour, tu l'utilises pour un joueur qui est aussi bon que Leonard Williams, est-ce que tu penses que ça vaut le coup ou pas un 3e tour pour ça? Puisque c'est ce que ça nous a coûté au final. Ouais, oui, oui. Oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, si la question c'est est-ce que on a la possibilité de drafter un DL qui est aussi bon que lui, bien Oui. entendu, il vaut mieux drafter un rookie qui te coûtera beaucoup moins cher que Leonard Williams. En gros, ma question c'était est-ce que tu penses que ça valait un 3e tour? C'était ça le sens de la question. Moi, je pense que oui, puisque tu trouves pas des joueurs au 3e tour toujours de la qualité de Leonard Williams, quoi, clairement pas. Non, mais ça, ce sera un éternel débat. Il y a des tas de gens qui détestent Leonard Williams parce qu'ils partent du principe qu'un 3e tour, c'était trop cher. Certes, oui, c'est cher, mais c'est bon. En même temps, on a récupéré un tour compensatoire, donc on n'a pas tellement perdu au change. Non, et puis surtout, la justification de dire on n'aurait pu rien donner, attendre qu'il soit free agent pour le récupérer, on n'est pas la seule équipe de la NFL, hein. Donc rien n'assure qu'on l'aurait eu. Donc il faut voir ça aussi, que c'est pas forcément parce qu'il était free agent qu'il serait devenu un Giant. Moi, je suis sûr que Leonard Williams aurait préféré justement pouvoir aller en free agency, et là, il n'aurait pas obtenu 16 millions, il aurait obtenu 18 à 19 millions quand on sait que des top rushers visent 20, 22 millions. Je ne sais pas s'il estime qu'il peut prétendre à autant, mais c'est sûr qu'il aurait eu plus que ce qu'il a aujourd'hui. Il a quand même une influence différente des top rushers, hein. Il joue plus à l'intérieur, et effectivement on attend plus de sacs de sa part, mais en tout cas il a quand même changé notre défense contre la course, donc c'est un peu différent, mais en tout cas les top defensive tackle, il doit être un tout petit, je dirais qu'il a un niveau un tout petit peu en dessous, mais il reste quand même un très bon joueur. Ouais, on est tout à fait d'accord sur ça. Donc ça améliore aussi la défense, donc beaucoup de joueurs en défense, hein, quand même, c'est évidemment la défense qui a été le plus ciblée. Donc là sur les autres retours, tu parlais tout à l'heure de Corey Coleman, on va pas s'attarder là-dessus, donc en wide receiver, mais il est surtout très très intéressant en kick returner, il a fait des très bonnes choses avant sa blessure en kick return, donc là encore les special teams. Cody Core, on en a parlé, qui est très bon en chasseur et qu'il est souvent là pour faire le plaquage, et en gros quand t'as le punt qui arrive et que le mec s'apprête à le recevoir, t'as souvent Cody Core qui est devant lui et qui lui dit voilà, si tu la rattrapes, soit je te plaque, soit tu fais un fair catch, mais il est souvent là directement au bon moment, il est très très bon sur ça. On a fait revenir David Mayo aussi, linebacker, inside linebacker. J'ai pas regardé son contrat d'ailleurs. Attends, je l'avais sous les yeux il y a 2 secondes. 3 ans, 8,4 millions, dont 3,5 millions garantis. Donc ça va, c'est pareil, ça reste dans la veine de tout ce qui a été signé jusqu'à maintenant. Pour un joueur qui a été très très bon contre la course, hein. Je crois que sur PFF, il est 2e meilleur linebacker contre la course de l'année dernière. Ouais, donc ça va, c'est pas un contrat très cher, on le connaît déjà, on sait ce qu'il vaut, donc c'est pas mal. On a aussi fait revenir Elijah Penny, donc qui était fullback / running back, et Aldrick Rosas. Alors ça, on se posait la question, est-ce qu'il allait revenir ou pas? Oui, il va revenir. À lui de faire ce qu'il faut. J'espère que lui, on va lui mettre de la compétition et qu'on va faire venir 1 ou 2 kickers pour lui mettre un peu de pression, parce qu'il a été tellement mauvais l'an dernier que j'espère qu'il va un peu revenir à son meilleur niveau. Il est à 12 sur 17 l'an dernier, en fait. Ouais, 70%. Tu vois, j'étais un peu surpris parce que donc il était restricted free agent, donc on savait qu'il revenait. Parce que là, ça veut dire l'équipe qui l'a fait une offre et elle est certaine de le garder. Mais c'est qu'on lui a fait une offre de choix de second tour. Pour rappeler un peu, pour ceux qui ne se rappellent pas des règles de RFA, c'est en gros, quand vous avez un RFA, vous lui dites, soit vous lui donnez l'équivalent d'un premier tour, d'un second tour, d'un troisième tour, et ainsi de suite. Et donc ça veut dire que ça a un certain salaire. Et puis si une autre équipe est intéressée, et là dans le cas de Rosas, ça veut dire que si une équipe voulait prendre Rosas, il devrait nous donner un second tour pour récupérer Rosas. Donc ça veut dire qu'en fait, il est quand même à 3,2 millions pour un an. C'est pas énorme, mais c'est sûr qu'après sa mauvaise saison l'année dernière, on s'attendait à ce qu'il coûte un peu moins cher. J'étais assez surpris aussi, ouais. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi un joueur qui a une jambe énorme, qui l'année d'avant était très très bon. Donc faut espérer que c'était juste une mauvaise année, qu'il avait un mauvais mojo et que ça va aller mieux en 2020. Mais
comme toi, j'aimerais bien qu'on fasse venir un kicker à pas cher pour faire un peu de compétition pendant l'été. Et on le disait la dernière fois, hein, tout ça se joue beaucoup dans la tête, hein, pour les kickers. Donc peut-être que le nouveau staff, j'en sais rien, un changement, ça va peut-être aussi le mettre dans des meilleures conditions. Peut-être qu'il y avait une pression particulière l'an dernier. Enfin, on n'est pas dans les vestiaires, on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais il en faut peu pour qu'un kicker passe de très bon à très mauvais, donc ou l'inverse d'ailleurs. Donc voilà, espérons que ça se passe mieux l'an prochain. Je pense qu'on a fait le tour. On Est-ce a qu'on juste oublié oublié quelque chose? si, mais bon, c'est vraiment un truc anecdotique. On a signé un joueur de XFL. C'est vrai. Des New York Guardians qui jettent les flags sur les arbitres. Donc c'est un defensive back, Draven Askew Henry. Je sais pas ce que tu en penses, mais bon, pour moi c'est un gars qui va se battre pour garder sa place dans l'équipe, qui va contribuer en special teams. C'est ça, c'est un mec qu'on fait venir, ça nous coûte, c'est pas engageant, même si on signe un contrat de 2 ans, ça veut pas dire qu'il va rester 2 ans. Si on veut arrêter le contrat demain, c'est terminé, voilà. Donc il sera là pour se battre pour le roster, et ça va être potentiellement un remplaçant. Il a fait un peu de NFL quand même avant d'aller chez les Guardians, mais j'en pense pas grand chose, voilà. On n'attend rien, en fait ça peut être une bonne surprise. C'est le genre de mec qui arrive, tu l'attends pas, et puis s'il fait des choses bien, bah tant mieux. Espérons qu'il ait pas de problème de comportement, parce que cette histoire de jeter des flags, c'était plus marrant qu'autre chose, hein, mais il a quand même pris une pénalité pour ça. Mais voilà, c'est donc un safety. Si jamais il peut faire le roster, tant mieux pour lui. On verra ce que ça donne. Et il y a une dernière chose. Alors ça, c'est une news que j'ai vu passer ce matin, donc ça date d'hier. On aurait re-signé un ancien tight end, Eric Tomlinson, qui est un blocking tight end qui avait joué pendant 3 matchs en 2019 pour les Giants. Et donc bon, tu vois, c'est une signature de training comme ça. Bah tu vois, on parlait Jason Garrett, je pense qu'il va utiliser plus de tight end que ce qui était utilisé jusqu'à maintenant. Donc pourquoi pas, hein, ça peut être aussi un remplaçant qui est là, qui fait le taf, hein, j'en sais rien. Je sais pas combien on va avoir de tight end à la fin, ça va être intéressant de regarder. On en a 6 là. Bon, 6 ça fait beaucoup, ils vont pas tous rester. Non, tu mais peux les citer, vas-y. Donc Evan Engram, Levin Tololo, Caden Smith, Eric Tomlinson, Garrett Dickerson et CJ Conrad. Ah oui, c'est Jed Conrad qui était rookie l'an dernier. Ouais, c'est vrai que ça fait du monde. Bah, on verra. Oui, mais ça, c'est normal, de toute façon. Là, du coup, il va y avoir de la baston. Hein, pour qui va rester dans le roster, là, ça va se battre, hein, c'est sûr. Ah ouais. Mais bon, voilà, on a le droit d'avoir 90 joueurs dans le roster pendant l'été, autant en profiter. Exactement, tout à fait. Alors, est-ce que tu vas ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe à la deuxième partie avec la draft ? Écoute, je pense qu'on peut passer à la draft, on a fait le tour là. Bon, alors, du coup, la draft, qui est pour l'instant, d'après Goodell, maintenue du 23 au 25 avril, mais à huis clos. Du coup, on avait vu les images qui devaient avoir lieu c'était à Vegas, hein, c'est ça, avec des super trucs sur l'eau et tout, ça va être la folie. Donc là, évidemment, Covid-19 oblige, ce sera à domicile à huis clos. Enfin, à domicile, je sais pas si chacun sera chez soi ou s'ils se retrouveront quand même quelque part. J'ai pas regardé tous les détails, mais voilà, ce sera pas le show que c'est d'habitude avec du spectacle et des gens qui sont là pour regarder comme tous les ans. Donc ça risque d'être un peu spécial, surtout. Il y a peut-être quelques entretiens qui pourront pas se faire ou notamment se renseigner sur certains joueurs. Je pense notamment à Tua Tagovailoa aussi qui revient de blessure. Est-ce que les équipes vont avoir assez d'informations sur lui dû à ce confinement ? J'en sais rien. Ça risque d'être un peu spécial cette année en tout cas. Clairement. Ça affecte normalement on est en plein dans la période où tu as les Pro Days qui est donc en fait chacun refait son petit combine de son côté dans son université, les visites dans les équipes, tout ça peut pas avoir lieu parce qu'en fait il y a le coronavirus et donc tu peux pas demander aux gens de se déplacer. Il y a aussi les Regional Combines qui sont pour tous les joueurs qui n'ont pas été invités au NFL Combine, qui vont dans leur région et puis peuvent se mettre en valeur. C'est vrai que ça va être assez particulier. On va pas avoir autant de données qu'avant pour pouvoir drafter. Mais c'est peut-être pas plus mal en fait. De toute façon, pour moi, le plus important, ça reste les images des matchs, les vidéos des matchs. Fait. Voir un mec, un quarterback en short lancer des passes de 50 yards, c'est bien, mais ça dit rien quasiment sur le joueur. Donc le plus important est là quand même. Après, je pense que c'est quand même aussi intéressant pour les équipes de pouvoir discuter avec les joueurs, avoir un peu d'infos sur la personnalité, parce que les cassettes, ça ne te donne pas d'infos sur la personnalité du joueur ou certaines informations comme ça que tu pourrais avoir. Bon, déjà, on espère que ce soit maintenu, parce que ça fera un petit peu d'animation pour fin avril. C'est pas dit, hein, on en parlait en début de podcast.
draft, ça a l'air d'être le bordel aux États-Unis là, actuellement. Donc bon, pour l'instant c'est maintenu, on croise les doigts, on verra ce qu'il en est à la fin du mois prochain. Ça se trouve, ils vont faire comme toutes les personnes qui travaillent en home office aujourd'hui, ça va se faire par Zoom. Mais ouais, non, bon, faut espérer. Il y a des gens sur Twitter qui disaient ah bah c'est le moment pour la NFL de faire une draft sur 7 jours avec j'ai vu ça, avec un jour par tour. Alors je pense que passer 2 heures à dépouiller le 7e tour, on s'en fout un peu. Oui, complètement. Mais clairement, tu pourrais faire le premier, deuxième, troisième tour sur 3 jours, ce serait marrant, quoi. C'est vrai. Du coup, sur cette draft, alors, on n'est pas des spécialistes NCA, c'est ce qu'on vous le disait l'autre fois. On a quand même, pour autant, quelques avis et notamment quelques scénarios idéaux que j'aimerais voir sur cette draft. Moi, mon scénario idéal, ce serait de trade down avec une équipe qui a besoin d'un QB et qui aurait besoin de prendre notre tour pour être sûr d'assurer son quarterback, son franchise quarterback. Il y a 3 équipes qui sortent du lot, on en parle à chaque fois. C'est les Dolphins qui sont juste derrière nous. Ils sont en 5e position. Eux, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont le choix 5, le choix 18 et le choix 26. Donc s'ils veulent trade, ils ont de la matière pour trade. Ils ont actuellement dans leur roster 2 quarterbacks qui sont Fitzpatrick et Josh Rosen. On sait qu'aucun des deux n'a l'air de leur convenir en tant que quarterback du futur, évidemment. Le seul qui pourrait faire le boulot, c'est Rosen, puisqu'il est encore jeune. Mais j'aurais dit Fitzpatrick. Ouais, tu vois, c'est te dire à quel point je crois en Rosen. Ah ouais, non, mais, parce que je dis ça surtout pour l'âge en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Que ce soit un quarterback du futur, voilà, pour l'instant il a pas suffisamment montré. La deuxième équipe, c'est les Chargers. C'est avec eux que moi j'ai fait un trade sur la mock draft FR qui m'a permis d'échanger leur tour, et donc j'ai pu récupérer un joueur en 6e tour et gagner en plus 2 3e tours sur l'année suivante. Actuellement les Chargers, leur quarterback c'est Tyrod Taylor. Donc voilà, je pense pas qu'ils misent sur lui non plus pour être le quarterback du futur, donc c'est au moins 2 équipes qui quasiment à 100% vont chercher à avoir un quarterback. La 3e équipe, on en entend parler souvent, ce serait les Raiders. Il y a des rumeurs de plus en plus. Derek Carr ne ferait pas l'affaire. Et les Raiders, ils ont le 12e et le 19e choix. Donc ça nous ferait descendre beaucoup, mais ça peut quand même être intéressant d'aller chercher un trade avec eux si jamais ils le proposent. Et comme je disais la dernière fois, John Gruden, il est capable de tout. Je me souviens que l'année dernière, il a pris Clelin Ferrell avec le 4e choix. Personne n'attendait ça. Donc bon... On ne sait jamais, il est capable d'aller venir nous voir pour nous proposer un trade. En tout cas, si on devrait retenir 3 équipes avec lesquelles on pourrait trade, moi ce serait celle-là. Évidemment, j'aurais une préférence pour les Dolphins ou les Chargers, puisque ça nous ferait descendre de 1 tour ou 2, enfin un choix ou 2, mais faut prendre toutes les possibilités en compte. Je ne sais pas toi si un trade down serait pour toi la meilleure chose à faire ou pas. Bah, le truc c'est que je suis pas très fan de trader aux Raiders parce que du coup on descend beaucoup trop bas. Des partenaires qui me sembleraient intéressants, t'as pas forcément parlé des Panthers. Alors là je suis en train de juste revérifier ce qu'ils ont. Eux ils ont qu'un seul tour au premier tour, qu'un seul choix au premier tour. Ouais. Mais à la limite, tu vois, si les Panthers nous disaient bon, on vous donne on vous donne le 7e choix et puis on vous donne notre premier tour de l'année prochaine. Je trouverais ça intéressant. Ça veut dire que, mais parce que du coup là tu recules de 2 spots et c'est peut-être le positionnement de 7 à 10 pour choper un tackle. Ça a l'air d'être pas trop mal de ce que je lis. Après moi je me fie pas trop au mock draft parce que on voit tout et n'importe quoi, surtout n'importe quoi. Mais les 2 que tu as cités juste avant, à savoir Dolphins et Chargers, ça pourrait être aussi intéressant. Mais j'avais complètement oublié que Tyrod Taylor jouait encore en NFL. Bah voilà. Comme quoi, il est toujours là. Mais, après, je pense qu'il peut faire le taf, mais c'est sûr que c'est pas ton franchise quarterback du futur, c'est sûr. Ceci dit, tu t'as dit un truc quand même tout à l'heure, c'est le fait qu'on en parlait là, que t'es pas tout ce processus de Pro Days et compagnie qui permet. Je pense que ça risque d'avoir une grosse influence dans la draft, notamment pour Tua justement, qui ne peut pas se mettre en avant, ne peut pas montrer qu'il a la possibilité d'être aussi bon qu'avant. Et donc je me demande s'il va pas un peu chuter et que donc du coup les équipes qui potentiellement qu'il y a un mois on disait si elles veulent Tua il faut qu'elles montent au 4e pour le choper, là vont se dire ouais, en fait, non, je vais attendre et je vais pas perdre mes pics pour monter au 4e parce que ça n'en vaut pas la peine. Je sais pas si ça va affecter la draft.
Ce qui se dit souvent, c'est que si, et c'est ce qu'ont fait les Giants l'an dernier, c'est que si tu penses que le joueur est le quarterback qui va jouer pour toi pendant les 10-15 prochaines années, c'est énorme ce que ça vaut, ça, d'être persuadé que c'est le bon joueur. Donc, en fait, les équipes sont prêtes à beaucoup pour un quarterback. Elles peuvent se tromper, ça c'est leur problème, mais quand tu es persuadé que c'est le bon joueur, voilà, même pour gagner un spot, les Dolphins pourraient très bien faire un trade avec nous pour justement empêcher les Chargers de faire ce trade avec nous. Voilà, donc on sait jamais ce qui peut arriver. Je pense que ça va vraiment être intéressant et la pression va être à son max au moment où ils vont annoncer le choix des Giants. Après, peut-être même que les Dolphins vont trade avec d'autres équipes devant nous, hein, j'en sais rien. Peut-être que voilà pour un troisième. Non, Redskins, je pense pas. Je pense qu'ils vont garder leur tour pour prendre un vrai quarterback. Voilà, ça me paraît important. Non, ils vont prendre Young, ça c'est quasiment sûr. C'est plutôt c'est qui est juste derrière nous, c'est juste derrière nous. Non, juste derrière nous, ce sont les Dolphins et puis après tu as les Non, juste avant nous, pardon. Juste avant nous, c'est les Lions. Oui, tout à fait. Voilà, donc est-ce que les Lions, donc tout le monde dit que les Lions vont prendre Okuda puisque effectivement ils ont plus de corner, donc ce serait le choix le plus logique. Maintenant, c'est aussi possible qu'ils tradent leur choix contre les mêmes équipes. Hein. Là, on va voir ce qui va se passer. Mais moi, en tout cas, ce serait mon scénario idéal. Et mon choix, c'est celui que j'ai annoncé à la Mock Draft FR. Ça reste pour le premier tour Isaiah Simmons, puisque en fait, il y a une chose qui me fait choisir ça plus qu'un tackle, même si évidemment on a aussi besoin d'un tackle, c'est que ce qui nous fait perdre des matchs l'an dernier, c'est pas notre attaque, c'est notre défense. Donc si on doit améliorer quelque chose, pour moi, et on l'a déjà amélioré avec la Free Agency, mais il faut continuer à l'améliorer puisqu'il nous manque une chose, c'est ce qu'on appelle un impact player, c'est un joueur qui peut faire le gros jeu là où on a besoin, la grosse action est vraiment changer le cours du match sur une ou deux actions. Je pense qu'Isaiah Simmons a ce potentiel-là. C'est quand même un mec qui fait 1m93, 108 kg et qui court le 40 yards en 4,39. C'est mieux que ce que fait Saquon Barkley. Voilà, c'est le joueur qu'il nous faut, je pense, qui peut vraiment tout changer. Et derrière, en deuxième tour ou troisième tour, aller chercher le meilleur offensive tackle qui reste pour améliorer cette O-line. Mais s'il y a une priorité à mettre, pour moi, ça reste encore la défense. Je pense qu'on est tout à fait d'accord sur ce point-là. Quand Gettleman est arrivé, il a quand même pas mal insisté sur l'attaque. Il a mis ses billes sur ça. Et on a vu ces dernières saisons que, même si l'attaque, il y a des choses qui doivent être améliorées au niveau de la ligne, ce qui nous fait perdre des matchs, c'est pas l'attaque, hein. C'est clairement la défense et on est complètement à la ramasse. Je crois que toi et moi et la plupart des fans des Giants qui suivent un peu le processus de la draft doivent entendre la même chose, c'est qu'il y a deux scénarios pour les Giants. C'est soit ils prennent Isaiah Simmons, soit ils prennent un offensive tackle. Exact. Je pense que si on reste en quatrième position, il faut qu'on prenne Isaiah Simmons. J'ai un peu de mal à dire son nom aujourd'hui. Pourtant, il faut s'entraîner parce qu'après, on va le dire pendant une douzaine d'années. Mais c'est vrai que après, si jamais on se dit, si jamais on prend un tackle en quatrième, je serais un peu déçu, mais content quand même d'avoir un tackle. Le tackle il y a de quoi faire en tackle. Normalement, hein, après on sait jamais, hein, on a toujours moyen de se planter, mais il y a au moins 4 gros joueurs, on en parlait tous les deux juste avant, qui reviennent tout le temps. Si je les cite vite fait, Jedrick Wills d'Alabama, Tristan Wirfs d'Iowa, Mekhi Becton Louisville et Andrew Thomas Georgia. Voilà, c'est les gros noms qui reviennent à chaque fois, qui seraient a priori, même si évidemment il y aura des surprises et je suis sûr que ce sera pas dans cet ordre, enfin il n'y a pas d'ordre, mais qu'il y a peut-être un joueur qui va venir s'intercaler là-dedans. C'est en tout cas le top 4 des offensive tackles qui revient dans une année où il y a beaucoup de tackles de haut niveau a priori. Après, on peut toujours espérer une situation à Lamry Tunsil, que Chase Young se mette à fumer un gros bédo devant sa caméra et qu'il tombe en quatrième position. Hein, on sait jamais. On sait jamais. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Chase Young n'a fait aucun exercice au combine. Il a fait que les interviews. Donc, c'est vrai. Est-ce que ça, je pense pas, réalistiquement, je pense pas que ça va affecter sa valeur. C'est quand même les Redskins qui vont le choper. Mais ouais, je me permets de rêver encore un peu. En tout cas, si on part sur un offensive tackle, ce qui revient, quand on lit un peu les réseaux, ce qui se dit, c'est que celui qui pourrait plaire le plus aux Giants, ce serait Mekhi Becton. Lui, c'est le mammouth absolu de cette draft class.
Il mesure 2,01 m, il fait 165 kg le gars quand même. 165, imagine. Alors que les autres, les 4 autres que j'ai cités, c'est 141, 145, 143 kg. Pour 1m93, 96, 96, lui il fait plus de 2 mètres, 165 kg. Mais et tu le vois, et il se déplace aussi bien que les autres. Ça, c'est vraiment impressionnant. Ouais, alors après... Mais c'est presque trop, t'as envie de dire. Mais voilà, sans vouloir être rabat-joie, on disait, c'était, comment il s'appelle, c'était Tom Coughlin qui disait d'Eric Flowers que c'était un battleship, que c'était un navire de guerre tellement il était immense, et voilà, on a vu ce que Eric Flowers valait. Donc, bon, ça veut rien dire, on va pas comparer tout le monde à Eric Flowers, non. Mais c'est pas en tout cas un signe que qui sera forcément bon. C'est pas une assurance, quoi. Ouais, non, voilà, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que de toute façon, il faut espérer que ce staff ne prennent pas des décisions juste à cause des mensurations physiques d'un joueur ou parce qu'il a un beau sourire. C'est un package, hein. Donc en effet, s'il a des mensurations hors normes et qu'il bouge bien et que techniquement il est propre, pourquoi pas, hein. J'ai pas regardé les tackles, comme tu disais tout à l'heure, c'est pas le truc le plus sexy à analyser, donc non, c'est ça. Je me suis pas donné cette peine. C'est aussi pour ça que moi ça me ferait plus marrer qu'on ait Isaiah Simmons, parce que sur le terrain c'est plus fun, tu vois. C'est moche de dire ça parce qu'on s'en fout que ce soit fun en soi. Si on veut gagner un Super Bowl, tu peux être les Patriots, ça va être une équipe chiante et gagner tout le temps. Coucou les Patriots, mais voilà. Moi j'aime bien aussi avoir un peu de fun, et c'est vrai que c'est plus drôle d'aller regarder des vidéos d'Isaiah Simmons qui arrive lancer plein de vitesse et qui déboîte un quarterback. Bon bah voilà, c'est plus drôle, et ça ferait plus rêver d'avoir ça comme joueur. Maintenant, si on prend un de ces 4 tackles là, je serais pas déçu non plus, mais je préférerais quand même qu'on vise Simmons, quitte à aller chercher. J'ai regardé un peu les seconds couteaux, enfin c'est pas forcément second couteau, mais les tackles qui arrivent ensuite. T'en as quand même quelques-uns, hein. T'as Josh Jones, Austin Jackson, un mec qui s'appelle Isaiah Wilson aussi, que j'avais regardé un petit peu, pareil, un mec qui fait 2m01, 160 kg. Donc il y a quand même je pense, des prospects qui sont quand même intéressants, qu'on peut récupérer en 2e voire 3e tour. Et là je ferai confiance, on va dire, à l'analyse des Giants et des scouts pour aller choper le bon gars en second couteau, quoi. Ouais, je pense que ça peut être le meilleur scénario. Après, si on est justement dans le scénario inverse de prendre un tackle au premier tour et plutôt se tourner vers la défense au second tour, il y a un joueur qui vaut la peine. Alors, c'est très con, c'est juste son nom qui me fait marrer. Le gars s'appelle Gros Matos. Gros Matos. Ouais, j'avais vu aussi. Ouais, non, voilà. Bon, je sais pas ce qu'il vaut, mais j'ai juste revu son nom défiler là sur mon écran pendant qu'on parlait, et ça a fait. Mais il est toujours Gross Matos. Gross Matos. Mais OLB. Mais bon, je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que si on doit prendre un joueur qu'on ne voit pas à toutes les drafts, c'est Isaiah Simmons. Alors c'est pas Chase Young, hein, bien entendu, on aimerait tous avoir Chase Young. C'est pas le même poste aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que Isaiah Simmons, moi j'ai bien aimé quand il a dit, et pourtant je suis pas un grand fan des joueurs qui sont trop grande gueule, mais j'ai trouvé ça marrant quand il a dit, quand on lui a demandé quel poste il jouait, et il dit je suis un défenseur. Ouais, il joue defense, ouais, voilà. C'est ça. Le mec a joué en slot corner, il a joué en safety, il a joué en outside linebacker. Enfin, voilà, le mec peut tout faire, et il peut surprendre à tout moment. Et surtout, ce qui nous manque, hein, pour l'instant, c'est un linebacker qui est capable de couvrir. Ouais. Donc il pourrait largement remplir ce trou-là, et ça serait intéressant. Après, on a aussi entendu quelques trucs là très rapidement. Il y a certaines mock drafts où ils nous mettent un defensive tackle d'Eric Brown, même si le mec est très bon. S'il vous plaît, ne prenez pas un defensive tackle. J'avoue que ce serait peut-être le choix qui ferait où je serais vraiment dégoûté de cette draft si on allait sur un defensive tackle, parce que je pense qu'on en a tellement que ça sert à rien de revenir là-dessus encore. Mais bon, on entend encore des rumeurs là-dessus. On parle de receveurs aussi, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit la bonne chose à faire, mais il y a des très bons receveurs dans cette draft, c'est vrai. Pour moi, c'est pas la priorité, mais bon. Et surtout qu'il y a plein de personnes qui disent, j'arrête pas de voir ça sur Twitter, que c'est une classe de receveurs qui est tellement bonne et profonde que tu peux récupérer des très très bons joueurs au 4e, 5e tour. Donc je vois pas l'intérêt de... même si... Alors j'ai vu quelques vidéos de CeeDee Lamb et comment il s'appelle, Jerry Jeudy. Jerry Jeudy, voilà. Ouais, t'as aussi Henry Ruggs qui est bon aussi. Voilà, ils sont franchement impressionnants, hein, mais c'est pas la priorité pour les Giants. Pas du tout. On a quand même si on n'a plus de joueurs du calibre d'Odell Beckham, Sterling Shepard... j'ai oublié le nom du deuxième. Et puis Darius Slayton, c'est pas dégueulasse. Ouais, c'est Golden Tate. Golden Tate, merci beaucoup. Ouais. Voilà. Non, on a ce qu'il faut un receveur, et puis surtout que
on a dit qu'on allait plus jouer avec des tight ends, sûrement. On a des running backs qui sont capables aussi de faire. Voilà, t'es pas obligé d'avoir 12 receveurs bons pour faire ton attaque. Hein. Il faut se rappeler aussi qu'on a des tight ends et des running backs qui sont capables aussi de gagner des yards. Donc, Mais justement, je pense qu'on a largement ce qu'il faut en attaque. On n'a pas vraiment besoin d'aller chercher beaucoup de joueurs pour être meilleur. en parlant de tight end, je suis sûr que tu as entendu parler des rumeurs de trade de Evan Engram. Est-ce que tu penses que potentiellement les Giants pourraient le trader pendant la draft contre un quatrième, troisième tour, je sais pas. Je pense que c'est possible et ce serait pas très étonnant. Et le joueur est bon, mais il a tellement de problèmes de blessures que pour moi ça peut être logique, ouais. Ouais, ce serait très possible. Ça me ferait un peu de peine parce que moi c'est un joueur, enfin là c'est plutôt le côté affectif qui parle. Hein. Je trouve que c'est un bon joueur et puis il a vraiment un bon état d'esprit. C'est dommage qu'il y ait autant de blessures qui l'empêchent d'être sur le terrain, quoi. C'est un bon joueur, ça a l'air d'être un bon gars, et quand il est pas blessé, il est extrêmement bon et il est super rapide. Et pour un tight end, il est un peu hors norme. Il bloque pas forcément très bien. C'est presque plus un receveur ou un slot receveur qu'un tight end. Mais oui, c'est un mec que effectivement j'aimerais bien garder, et je suis prêt à parier que si jamais on le lâche et qu'il va dans une autre équipe, et ben il va pas se blesser pendant 2 ans et il va nous marcher dessus si jamais on joue contre lui. C'est quasiment sûr qu'un truc comme ça va arriver. Mais après, moi je serais d'avis quand même à le garder une année de plus. Et voir si jamais il arrive à rester en bonne santé. Je sais plus, j'avais entendu une phrase où quelqu'un disait que les joueurs qui se blessent continuent de se blesser en gros pendant leur carrière. C'est quasiment impossible qu'un mec se blesse souvent et puis d'un coup, arrivé 30 ans, le mec arrête de se blesser. Non, ça c'est voilà. Ouais. T'as des physiques qui sont faits pour pas se blesser. Et d'ailleurs, on en a pas parlé, mais les joueurs qu'on a pris, qu'on a récupérés à la Free Agency, il y a beaucoup de joueurs qui sont en très très bonne santé et qui se blessent pas, notamment Blake Martinez. C'est un mec qui a joué tous les matchs depuis 3 ans en middle linebacker, alors qu'il prend des coups tous les matchs et que c'est assez violent middle linebacker. Le mec est là et il loupe pas de match, c'est extrêmement important. Ça c'est quelque chose qui est peut-être un peu pour moi sous-évalué, le physique des gars, et un mec qui est là tous les matchs comparé à un mec qui est là la moitié des matchs, j'ai vite fait mon choix moi, personnellement. Ouais, non mais c'est clair. Ça de ce côté-là, on l'a bien vu avec le poste le plus important de l'équipe, hein, avoir un quarterback Ironman qui se blesse jamais, c'est voilà. Et je pense que malheureusement avec Daniel Jones, on risque de. C'est pour ça, d'où l'importance d'avoir aussi un bon remplaçant. Malheureusement, Daniel Jones, il va avoir quelques blessures, mais, il va se blesser, mais je te rejoins sur le fait que, en théorie, plus tu vieillis, plus ton corps s'en remet difficilement. Moi, je le vois, à 30 ans passés, j'ai mal au dos. Hein. Petite comparaison avec la NFL. Non, mais donc, voilà. Malheureusement pour Evan Engram, il va continuer à être injury prone. Pourquoi pas, moi je serais plus pour le garder, et puis si jamais on a une bonne opportunité de trade juste avant la trade deadline pendant la saison, pourquoi pas le faire partir à ce moment-là. Ouais. C'est vrai, parce qu'après ce qui serait vraiment dommage, c'est de le laisser partir en free agent, de rien en récupérer, ça ce serait quand même dommage par contre. Voilà, bah écoute, moi j'ai fait le tour de ce que j'avais noté et de ce que j'attendais de cette draft. Est-ce que toi tu as d'autres choses à rajouter ? Non, je pense qu'en effet on a fait le tour, et puis maintenant la prochaine étape c'est la draft, en espérant qu'elle soit maintenue. Hein, ouais, voilà, c'est ça. Le gros truc, ce qu'on va suivre, ça va être très, très corrélé à ce qui se passe aux États-Unis. Hein, si jamais ils arrivent un peu à réduire le virus et à faire en sorte que ce soit contenu, ça devrait se maintenir. Maintenant, si jamais ça prend des proportions improbables, on n'a aucune idée de ce qui peut se passer. Donc voilà. En tout cas, merci la Free Agency, ça nous a occupés. Ouais, c'est clair. Parce que c'est compliqué, il n'y a pas de sport, il n'y a rien du tout. Et grâce à la Free Agency, au moins, on a des choses à voir, des vidéos à regarder de joueurs, une attention un petit peu, on va dire, tournée vers autre chose que le coronavirus. Donc ça nous a fait du bien quand même. Donc c'était plutôt cool. Et on espère que la draft va nous permettre de continuer à suivre un peu le foot américain à distance et nous faire rêver sur les Giants de l'an prochain. Clairement. Voilà. Bon, bah écoute, merci à toi pour ce 4e épisode. Ouais, avec plaisir. J'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve normalement, épisode post-draft, après les tours qui seront passés. Voilà. Carrément, chaud. Bon, allez, à la prochaine. À bientôt tout le monde. Ciao. Ciao.